Elle est cofondatrice et CEO de SeedStars. Merci d'accueillir sur scène Alizée de Tonac. Bonjour tout le monde. Donc, je suis là pour vous donner un peu plus d'éclaircies sur ce qui se passe en Afrique. Avant tout, je voulais me présenter. Je suis Alizée, un des fondateurs de SeedStars. Et en fait, j'ai commencé ma jeune carrière en vendant des rouges à lèvres très chers. Donc, même si j'ai beaucoup appris, je pense que ce qui m'a le plus marqué avant de commencer SeedStars, c'était ce slide qui vient du blog Wait But Why, que je pense que vous connaissez. Et ça m'avait tellement marqué qu'on arrivait à mettre toutes les semaines d'une vie entière sur un slide. Et de là, j'avais un peu cette réflexion de me dire, OK, what's next? Quelle est la valeur ajoutée que je peux vraiment apporter? Et donc, j'ai quitté une Suisse qui ressemble à une carte postale assez parfaite à un monde un peu plus chaotique. Et là, c'est les rues de Lagos, qui est la capitale économique du Nigeria, maintenant plus de 20 millions de personnes pour un pays de 200 millions de personnes. Donc, qu'est-ce que c'est SeedStars? SeedStars, on a pour mission d'impacter la vie des gens dans les pays émergents, sachant qu'on a vraiment une intersection très intéressante qui est là depuis quelques années. C'est celle de l'émergence d'une démocratisation de la technologie, l'émergence d'une génération d'entrepreneurs, mais aussi la montée en puissance des pays émergents. Comme on sait qu'il y a de grosses problématiques aujourd'hui, d'ailleurs c'est assez bien défini avec les objectifs qui ont été présentés de développement durable par l'ONU. Ce qui est encore plus embêtant, c'est que beaucoup d'études prouvent qu'on aura besoin de plus de 5 trilliards de dollars par an pour arriver aux objectifs qui ont été présentés pour 2030. Et donc, même s'il y a une montée et un intérêt sur ce qu'on appelle le impact investing, et on le voit, tous les gros maintenant achètent un fonds d'impact ou allouent un pourcentage de plus en plus gros pour du impact investing ou du ESG, on est encore loin d'allouer suffisamment de capitaux. Mais très vite, on réalise que ce n'est pas forcément un problème financier, c'est aussi un problème de maturité des écosystèmes. Donc SeedStars, on a voulu commencer par l'investissement. Aujourd'hui, on a maintenant un portefeuille d'une 50aine d'entreprises dans le monde entier. Vraiment, les derniers investissements ont été en Birmanie, Colombie et la Tanzanie. Mais on se retrouve face à vraiment devoir prendre un pas en arrière et soutenir l'infrastructure. Donc comme je disais, on essaye d'être à l'intersection de ces trois tendances. Celle des pays émergents qui maintenant représentent 85% de la population mondiale. On parle de plus de 90% des jeunes, donc moins de 30 ans, qui sont localisés dans les pays émergents. Et pratiquement l'année prochaine, la majorité des smartphones dans le monde seront dans les pays émergents, sachant qu'on peut les acheter maintenant à $30. Démocratisation de technologie, juste pour vous rappeler un fait, c'est que ça nous a pris plus de 100 ans pour arriver à 1 milliard de consommateurs pour le téléphone fixe et moins de 10 ans pour 1 milliard de consommateurs pour le smartphone. Donc il y a une accélération de l'adoption en masse qui est vraiment quelque chose de très important, surtout quand on parle de l'innovation dans les pays émergents, parce qu'on peut vraiment parler d'un impact à l'échelle, at scale. Désolée, il y aura un peu de franglais. Et finalement, une émergence de cette nouvelle génération, donc qu'on appelle les Millennials, Generation Z. On parle de plus de 400 millions d'entrepreneurs dans le monde. Ce n'est pas quelque chose que dans les pays développés. Mais surtout, ce qui est intéressant, et ça c'est un mouvement mondial, on parle d'une génération qui est convaincue que le profit et l'impact social vont de pair. Parce que nos décisions d'investissement, nos choix de carrière va définir nos valeurs, va aussi pouvoir mettre en avant nos opinions politiques, nos opinions sociétales. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour nous. Donc on a pris le pas en arrière et on a décidé de participer à créer cette infrastructure qui nous permettrait d'amener
de créer un pipeline de plus d'entrepreneurs pour parler de plus d'investissements, plus d'opportunités d'investissement. Donc maintenant, on est surtout célèbre pour notre compétition mondiale de start-up. Dans 85 pays, on reçoit près de 10 000 applications. Là, c'est notre gagnant de l'année dernière, Francis, qui représentait le Ghana et qui a lancé une boîte qui s'appelle AgroSynta, maintenant qui a levé plus d'1 million, qui a commencé par être une marketplace entre petits agriculteurs au Ghana et les acheteurs internationaux. Et très vite, pour espérer une croissance plus forte et dominer un peu le marché régional, il a dû internaliser toute la supply chain, la chaîne de valeur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, AgroSynta n'est plus seulement un marketplace, mais lui-même, il a investi pour pouvoir avoir les centres de stockage pour la nourriture, pour qu'il y ait une qualité meilleure et qu'il puisse répondre aux acheteurs internationaux qui veulent des quantités plus importantes. Donc lui-même devient acheteur. Et également, il devient la banque, parce que c'est lui qui va financer les petits agriculteurs directement pour pouvoir augmenter l'inventaire. Et ce type de verticalisation est souvent commune dans ces pays-là, où l'infrastructure est inexistante. Deuxièmement, on a essayé de créer ces hubs physiques, comme on le voit si bien à Paris, où on a un nombre d'accélérateurs, incubateurs, coworking space. On est quand même au début dans ces marchés-là, même si ça augmente en puissance, et je vous montrerai des chiffres sur l'Afrique plus tard. Et ces centres nous permettent de mettre tous nos centres de formation, que ça soit à soutenir des aspiring entrepreneurs, donc des entrepreneurs qui aspirent à lancer leur boîte, à des boîtes en croissance et expansion dans des marchés voisins. Donc l'Afrique, c'est 1,3 milliard de personnes. Je vous ai parlé du Nigeria avant, où on a lancé nos premiers centres d'incubation. En 2050, on prédit que c'est 330 millions de personnes. C'est bien évidemment un continent où quand on parle de faire du business, ça c'est à travers un téléphone portable. On parle de maintenant plus de 1,3 milliard qui a été investi dans le VC. C'est des petits chiffres par rapport à l'Europe et même la France, mais c'est quelque chose qui accélère de plus en plus. Donc ça a été investi sur plus de 400 investissements. On voit aussi l'émergence d'opportunités d'exit de plus en plus intéressantes pour pouvoir attirer les investisseurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'importance de ces écosystèmes de start-up, maintenant il y a plus de 600 hubs en Afrique et c'est vraiment quelque chose qui a émergé dans les 5-7 dernières années. Donc c'est impressionnant à la vitesse à laquelle ça grandit. Les 4 pays principaux encore aujourd'hui en termes de deal et d'exit, c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte bien évidemment en termes de taille de marché, mais on a également le Kenya qui a un peu historiquement été le point de contact, surtout entre les États-Unis et l'Afrique, qui avait vachement influencé un peu la Silicon Savannah. Et avant tout, si on veut parler de faire quelque chose au niveau national et vraiment de façon impactful, il faut vraiment que le gouvernement s'y intègre. Donc finalement, on voit un par un les différents gouvernements qui lancent des Startup Acts. On le voit au niveau national avec les différents accords bilatéraux et multilatéraux. Mais là, en dernière nouvelle, c'était le Sénégal qui avait signé en décembre 2019 son Startup Act. Et dernièrement, je pense qu'on oublie souvent ce phénomène du consumer habit au niveau mondial qui est en train de changer. La musique africaine, et c'est difficile de parler la musique africaine parce que l'Afrique, c'est tellement de culture, et on parle plutôt de la musique nigérienne et ghanéenne, mais au sens large, pour donner un peu un stéréotype, il y a vraiment une émergence d'une culture qu'on retrouve au niveau international, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de la musique, et encore plus sérieusement au niveau de l'entertainment et du média. Donc là, c'est une des scènes très sérieuse de Nollywood. Nollywood, c'est le cinéma du Nigeria qui maintenant a dépassé Hollywood sur certains indicateurs. Hollywood a été dépassé depuis longtemps par Bollywood. Et aujourd'hui, on parle du Nigeria comme un des marchés les plus attractifs en termes de croissance pour l'industrie du média et du entertainment. Ce qui est le plus intéressant quand on parle
des pays émergents, je trouve, c'est toujours ce phénomène de leapfrogging. Leapfrogging, c'est quand on saute une technologie directement à une prochaine qui est presque toujours moins coûteuse, plus efficiente et plus sustainable, durable. Et donc l'exemple qu'on donne un peu historique, c'est qu'effectivement, le reste du monde a sauté le fixe directement au téléphone portable. Et de là, il y a eu une émergence de nouvelles industries qui ont commencé depuis ces marchés. Là, on voit juste le M-commerce, à quel point la croissance est beaucoup plus exponentielle dans les pays émergents, surtout si on rajoute les chiffres de la Chine. Et donc, historiquement, nous avons eu une trajectoire où on a commencé avec les chèques depuis l'Empire romain, le cash, les cartes de crédit, et maintenant l'émergence du mobile money se présente dans plein de formes dans notre quotidien. Mais la vérité, c'est que ça a commencé en 2002 avec Gcash aux Philippines. Parce que les Philippines ont eu le problème d'avoir 90 millions de personnes éparpillées sur 7000 îles. Donc il y avait une vraie urgence de pouvoir transférer de l'argent depuis une île à une autre. Donc Gcash était la première technologie basique, où c'est vraiment ce concept où le airtime devient une monnaie. Et ça a vraiment pris son ampleur en termes d'impact quand ça a été lancé par le telco, pas une banque, le telco Safaricom au Kenya, car aujourd'hui on parle de plus de 70% du PIB national qui est transféré par une application M-Pesa. Et la majorité, bien évidemment, n'ont pas de compte bancaire. Donc c'est la seule façon d'intégrer tout un marché informel, toute une population qui a accès absolument pas à divers services dans une économie réelle. Là, c'était juste pour vous montrer que même quand on voit les statistiques de pénétration de la fintech, le reste du monde, tous les autres continents sont comparables ou même ont une meilleure pénétration que l'Europe de l'Ouest. Donc nous, concrètement, par exemple, au Nigeria, on a lancé un company studio. Donc on a l'objectif de prototyper et lancer nos propres boîtes. Une qui avait pour objectif d'apporter des prêts aux PME, qui est encore un gros problème. Et deuxièmement, même concept, donner des prêts à des micro-entrepreneurs. Et maintenant, ils sont en train de faire une expansion sur l'Égypte et également la Birmanie. Même concept avec l'électrification de nos villes. Au Nigeria, j'avais la chance de pouvoir me payer un générateur qui est fuelé, qui marche avec de l'essence. Assez insupportable en termes de bruit et surtout, on a quand même des coupures de 10 fois par jour. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est l'émergence de toutes ces technologies différentes, de la décentralisation de ces micro-grids solaires qui permettent d'alimenter suffisamment d'énergie pour une maison, un peu partout dans le monde. Donc là, l'exemple, c'est bien évidemment à travers M-Pesa, on peut acquérir à moins de $30, qui est plus ou moins le coût d'un smartphone, et chaque jour rembourser jusqu'à qu'on puisse détenir à 100% notre propre kit solaire. Et maintenant, on a de plus en plus de nouvelles boîtes qui se lancent à devenir un marché où les gens peuvent produire et vendre le surplus d'énergie. Donc on crée toute une nouvelle économie avec des possibilités d'emploi pour ces micro-entrepreneurs. Et donc ça se passe de plus en plus en Afrique subsaharienne, mais on en a vu aussi pas mal comme SoulShare au Bangladesh et ailleurs dans le monde. Là, c'est plus anecdotique. On sait que tout le monde a un téléphone portable. Le problème, c'est que ce qui coûte le plus cher, c'est de pouvoir le charger. Donc ici, par exemple, ils créent ces petits kiosques scolaires un peu partout dans les rues. On peut charger notre portable et le garder quelques jours, ou parfois pour les agriculteurs qui viennent de loin, pour une semaine entière. Également, dans la santé, on voit des technologies. Encore une fois, tout ce que je vous présente, vous pouvez voir que ce sont des technologies très basiques. Mais on le dit de plus en plus, the future of high-tech is low-tech. Si on considère que le futur est dans ces marchés-là, la majorité des citoyens se retrouvent avec une infrastructure qui n'est pas la même que chez nous. Et donc, le type d'innovation est souvent frugale ou différente, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas l'impact ou la possibilité de croître et d'être extrêmement rentable.
Donc là, c'est le cas d'un de nos investissements qu'on a fait en Afrique, qui a essayé de créer plus de transparence entre les boîtes pharmaceutiques et les cliniques, pharmacies au Nigeria. Le gros problème en Afrique, c'est qu'un médicament sur 10 est faux ou substandard. Ça veut dire que maintenant, on peut même aller en Chine et au pourcentage près demander à quel point on veut avoir un produit faux. Donc on peut dire à 90% du vrai produit, à 80% du vrai produit. Donc Medsaf a mis en place cette plateforme transparente avec tout un système de logistique. Et là, vous pouvez voir un système de recognition assez simple pour pouvoir savoir si le produit est vrai ou pas. Quand on parle de la santé, on parle bien évidemment de comment on va pouvoir financer ça, ce qui est un de nos plus gros problèmes dans ces marchés-là, pour pouvoir développer cette industrie. L'assurance, bien évidemment, est primordiale. On parle de 3% de pénétration, donc c'est non existant. C'est informel à travers différentes communautés tribales et différentes communautés religieuses où ils arrivent à créer un système d'assurance entre eux. Mais aujourd'hui, on a investi dans plusieurs boîtes, que ce soit en Égypte ou en Tanzanie, qui apportent des solutions de micro-assurance où on peut commencer même avec $1 par jour. Donc, encore une fois, essayer de comprendre par rapport aux consommateurs existants et souvent spécialisé au point de très spécifiquement à la maladie même pour essayer d'apporter une forme de service au plus vite. Et peut-être dernier exemple, c'est celui bien évidemment du transport qui est très compliqué. Donc on retrouve plein de boîtes comme OKHi au Kenya qui, à travers une technologie basique, la géolocalisation et l'imagerie, ils créent un peu des pages jaunes. Bien évidemment, leur client numéro 1, c'est les e-commerce qui ont besoin de livrer leurs produits à la bonne adresse. Quand j'habitais au Nigeria, je pense 1 fois sur 7, j'ai réussi à avoir à temps un produit et le bon produit. Il y a vraiment un problème aussi de traçabilité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une boîte américaine comme Zipline va s'installer au Rwanda parce que le président Kagame a vraiment rapidement changé les régulations aériennes pour pouvoir trouver un système dans lequel les drones pouvaient voler au niveau national. Donc, il pilote des projets en premier lieu pour le service des hôpitaux, pour transférer du sang d'un hôpital à un autre. Mais bien évidemment, ça va s'agrandir sur d'autres services parce qu'il y a l'envie de construire le premier aéroport de drones dans le monde. Et donc, soudainement, avec toutes les complications qu'on peut imaginer de ces marchés-là, on retrouve en fait un test bed d'innovation assez impressionnant parce qu'il ne faut pas oublier que nos grosses contraintes aussi pour nous, c'est le lobbying, le legacy, l'héritage culturel, les habitudes de consommateurs qui sont difficiles à changer, l'infrastructure existante qui n'est pas forcément prête à changer vu les coûts et l'énormité des coûts qui vont être engendrés. Et donc, soudainement, ces marchés-là, pour des boîtes européennes, pour des corporates qui veulent lancer des spin-offs, deviennent des marchés test-bed et parfois les premiers marchés phares pour leurs nouvelles technologies. Donc, quand je repense à toutes les problématiques qu'on a sur Terre, au fait qu'il va falloir plus de 5 trilliards par an chaque année pour pouvoir espérer à réussir ces objectifs, ça me ramène à quelque chose d'assez basique et qui n'est pas incroyable et qui n'est pas nouveau. Mais c'est vrai qu'une chose est vraie, et je dois le dire en anglais, c'est « Never doubt that a small group of committed and engaged citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. » Merci beaucoup pour votre temps.